Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. Les sénatoriales passées et le tableau complet des sénateurs connus, la question de la décentralisation se trouve une fois de plus au cœur des attentes des Camerounais à ce sujet vis-à-vis de la Chambre haute du Parlement. Mais que peut-on réellement espérer au regard des réalités du terrain à ce propos? Qui mieux qu'un maire pour éclairer notre lanterne sur cette question? Mais avec cet élu local, c'est aussi l'occasion de scruter d'autres temps forts de la vie nationale, comme le choix des 30 sénateurs nommés par Paul Biya, les scrutins 2018 au Cameroun, l'opération Épervier et la question de la préférence nationale. Notre invité cette semaine dans Géopolis nous vient du Mungo, du département du Mungo plus précisément, et du Social Democratic Front. Lui, c'est Guy Wambo Kouyaté, maire SDF de la commune de Loum. Bonsoir Guy Wambo Kouyaté. Merci, bonsoir monsieur Guy Zogo. Alors, vous êtes le maire de la commune de Loum dans le département du Mungo. Alors, comment peut-on présenter cette commune que vous dirigez? Bon, monsieur Guy Zogo, je voudrais, permettez-moi déjà d'adresser déjà un coucou à toutes les populations de la commune de Loum, en particulier, et ceux du Mungo en général. Vous savez, Loum est une ville carrefour, une ville cosmopolite qui a une superficie de 430 km². Je dirais qu'aujourd'hui, Loum renaît de ses cendres, comme tout le Mungo, parce que jadis, c'était une ville avec des cultures dérantes, comme le café et le cacao. Avec tout ce que ça a connu, les parents ont été découragés, les planteurs ont été découragés, et beaucoup de champs ont été rasés. Je pense que c'est aujourd'hui que les gens essaient un peu de se réorienter dans la culture des vergers, des produits vergers, et également dans la culture des fruits. Donc, moi, je pourrais dire que, globalement, c'est un grenier, comme l'ensemble des villes du Mungo. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous retrouvez, vous, à la tête de cette commune? Votre parcours, c'est quoi? Bon, disons, d'où? Disons que de toutes les façons, moi, je voulais dire, et comme je l'ai dit à tout le monde, je suis maire dans ma ville depuis l'âge de 10 ans. Et je rêve de voir cette ville se développer. Je rêve de voir cette ville devenir un département. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faudrait aussi dire que je tiens ça de mes parents. Oui. Parce que mon père était adjoint au maire à l'époque où les sous-préfets étaient maires. Donc moi, je me suis toujours dit que j'aimerais leur ressembler parce qu'ils avaient une bonne façon de travailler, une méthode de travail, et surtout, ils travaillaient dans l'intérêt général. Donc moi, je voudrais dire que c'est vu cette façon de travailler, et surtout, je voudrais dire également que quand, par exemple, je voyage, je regarde l'état de développement des autres villes, par exemple en Afrique de l'Ouest. Je regarde le potentiel que nous avons au Cameroun et dans ces différentes régions. Je me dis, mais pourquoi ne pas apporter le même développement au niveau de ces localités? Donc je pense que c'est mon souci de voir cette ville devenir aujourd'hui une ville pionnière qui m'a beaucoup animé à me présenter à ces élections. Alors, vous avez un parcours, vous dites que votre père a joué un grand rôle dans votre formation, mais c'était une formation plutôt dure. C'était pas de tout repos. Bon, disons qu'en réalité, pour être honnête avec vous, à un moment donné, j'avais une dent contre mon père. Parce que, figurez-vous, j'ai fréquenté à Bandjoun, j'ai fréquenté à Edea, après je suis allé à Tcholiré. À Tcholiré, oui. Après à Tcholiré, je suis rentré à Bafoussam, et à Bafoussam, je suis rentré à Bandjoun. Mais je vous dis que la vie n'a pas été toujours facile pour moi, parce que je partais de Bafoussam à pied, quelquefois pour aller à Bandjoun. C'est quand même 15 km là. Oui, aller-retour 15 km pour aller voir ma maman, ma grand-mère surtout, parce que bon, j'allais chercher des vivres. Et la seule chose que notre père nous disait, il nous disait que le seul héritage que j'ai à vous laisser, ce sont vos études. Et que si quelqu'un, par malheur, pense que je vais mourir et lui laisser mes biens, c'est qu'il s'est fortement trompé. Mes biens, c'est pour mes vieux jours. Et là, je vais profiter de l'occasion pour vous raconter une anecdote. J'ai conçu un hôtel à Loum, et j'ai conçu un hôtel sur un terrain qui appartient à mon père. Et
il faut le dire que j'ai acheté ce terrain à mon père. Il ne vous l'a pas donné gratuitement? Non, je l'ai acheté à 13 millions de francs. Et je l'ai acheté à 13 millions parce qu'il vendait son terrain. Et il m'avait appelé d'être témoin. Alors quand je suis donc arrivé, je lui ai dit que mais papa, pourquoi tu vends ce terrain? Il dit que mais j'ai mes problèmes, il faut que je résolve mes problèmes. Je lui ai dit que non, laisse, on va causer après. Il m'a dit, tu es intéressé par le terrain? J'ai dit oui. Et il m'a donc vendu le terrain. Il m'a vendu une première partie. Et la deuxième partie, j'ai dit non, ça ne suffisait pas, je voulais faire la piscine. Il m'a dit, bon, ok, qu'est-ce que tu dis? Il avait une tontine qui faisait avec des amis la tontine du 14. J'ai donc dit, je vais te tontiner, comme on dit vulgairement chez nous, tout au long de cette tontine. Alors ça faisait autour de 2 ans et demi. Donc je cotisais 200 000 francs tous les mois. Donc après qu'il ait eu cet argent, il m'a donc dit, bon, ok, on peut donc conclure l'affaire. Il m'a dit, la seule chose, c'est que tu retires ta parcelle de mon titre foncier. Nous sommes donc allés chez le notaire et évidemment, il m'a fait retirer. En fait, on a formalisé la vente et puis j'ai eu par la suite mon titre foncier. Et ça, il faut le dire, hein, je me même le dis également que notre mère était un peu plus sévère que notre papa. Encore? Oui, elle était plus sévère parce que elle nous évitait la fainéantise. Et elle disait toujours que, en patois, elle disait toujours que, au cours secours, elle disait, allez à l'école. Parce que ne pensez pas que vous ne voyez pas les biens de votre père, vous croyez que c'est votre père, de votre père. Donc elle était méticuleuse et elle était très stricte. Les samedis, il fallait laver les tenues. Si vous ne lavez pas les tenues, vous avez mal à partir avec elle. Encore, si, comme il fallait faire des travaux, chacun allait faire ses travaux. Absolument. Bon, si peut-être on met la banane, on dit vous épluchez la banane, tu n'épluches pas, elle ne discute pas. Elle prépare. Tu ne manges pas. Non, elle te donne ta sauce et elle met la banane non préparée à côté. Et elle te dit que bon, va préparer ta banane et tu n'as pas voulu travailler. Donc, cette façon de travailler, cette culture nous a permis à nous débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais n'a rien à voir avec les études que j'ai fait n'a rien à voir avec mon cursus scolaire. Donc, pour revenir à ce que vous avez posé comme question, j'ai dit donc que ça, c'est un ensemble qui, de façon de vivre, d'éducation et autres, qui m'ont vraiment conforté dans mon chemin. Alors, et vous évoluez donc dans cette ville de Loum et vous entrez au SDF, c'est cela? Oui. Et qu'est-ce qui vous amène au SDF finalement? Bon, disons qu'en réalité, vous savez, en 92 commence l'histoire du multipartisme. Et nous avons vu avec quel hargne, avec quel courage notre leader John Fundi s'est engagé. Et nous, en réalité, vous savez que quelquefois le changement c'est la mode. Et puis on se dit, on a assez vu une personne, on voudrait également que ça change. Les Camerounais aspiraient à un changement. Donc à l'époque, je faisais la classe des premières au lycée technique de Bafoussam. Donc, et en ce moment, les classes, il y avait des villes mortes qui avaient commencé. On lançait des pieds de part et d'autre. Et ce qui m'a beaucoup plus déterminé, c'est à Banjoun. Je me souviens un matin, j'étais placé au carrefour, on appelle ça Ayom, à Kamguké plus précisément. Et j'étais placé en route comme ça, je m'apprêtais à traverser. Et subitement, j'ai vu la voiture de Tchema s'arrêter. Il avait une voiture hors, une voiture hors en ce moment. Il s'est arrêté et la première personne qui m'a salué, c'était moi. Or, vous imaginez ce moment avec le charisme que Fundi avait. Et j'ai compris en ce moment-là que, naturellement, peut-être qu'il fallait qu'on essaye un peu de suivre le chemin. C'est donc comme ça qu'est revenu à Loum, en 2006, quand j'ai commencé mes activités à Loum. Le SDF, ça il faut le dire de façon honnête, battait des laines. Et il fallait donc quelqu'un qui pouvait apporter un plus au SDF. Et j'ai été contacté également par beaucoup de mes frères là-bas qui ont dit, on pense que tu peux apporter un plus au SDF. Donc c'est donc comme ça que j'arrive au SDF. En 2007, nous allons aux élections. Mais nous échouons aux élections parce qu'on n'avait pas une certaine maturité. Absolument. Et c'était à l'époque où c'est les sous-préfets qui contrôlaient les élections. Absolument. Et nous savons exactement ce qui s'est passé. Avant que les et puis, je veux même dire quelque chose, parce que bien après, le sous-préfet en question, M. Tampé à son âme, a eu des problèmes avec le maire de l'époque. Parce qu'il avait vendu la ferraille sans l'autorisation du maire. Et ça a amené un problème. Et le sous-préfet dit que, voilà les gens que j'ai aidés à gagner les élections, voir aujourd'hui comment ils me remercient.
Et je pense que j'ai même eu quelques conversations avec lui où il vraiment me faisait pas, il me faisait, je peux même dire que c'était un mea culpa. Il regrettait vraiment d'avoir peut-être permis à des personnes qui n'avaient pas peut-être cette capacité d'être à la mairie. Donc, c'est donc comme ça en 2013 maintenant, on avait donc compris exactement ce qu'il fallait faire pour gagner les élections dans la ville de Loum. Mais il faut le dire que nous n'avons pas gagné les élections seulement parce qu'il le fallait. Déjà, les œuvres que je faisais au niveau de la localité démontraient que j'avais une envie. L'envie unique était de servir et d'apporter un minimum au bien-être de la population de la ville de Loum. C'est comme ça qu'en 2013, nous avions gagné haut la main les élections municipales à 100%. 100%. Oui, je dis à 100%. Parce qu'aujourd'hui... Donc le conseil municipal est entièrement oui, le SDF. conseil municipal est entièrement SDF. Et moi, j'en suis fier parce que, vous savez, je dis, c'est vrai qu'il y a quelquefois des disputes et quelquefois des personnes qui ne comprennent pas que le modèle de gestion aujourd'hui a changé et que les gens doivent faire forcément attention à ce qu'ils font. J'ai au sein des conseils des personnes qui ne sont pas des faits valoir. Le maire doit justifier ce qu'il fait. Le maire doit être capable d'apporter des explications aux conseillers pour ce qu'ils font. Je me souviens d'une anecdote. On avait acheté les tôles pour donner à la SAR de Loum. Mais on s'est rendu compte que l'investissement était énorme et qu'on ne pouvait pas donc le réaliser. Bon, mais les tôles, nous les avons mis en magasin et il y avait une autre école qui avait besoin des tôles. Donc j'ai donc, en attendant le formaliser par une délibération, j'ai donc donné les tôles. Et les conseillers se disaient que non, le maire a avalé l'argent de ces tôles. Alors au conseil, j'ai été pris à partie. Quand j'ai donc déclaré que j'avais donné les tôles à telle école par le biais de tel conseiller, lui-même il a failli être lynché parce que les gars sont très regardants sur ce qu'ils font. Et ça possède l'occasion de remercier beaucoup les conseillers du SDF qui veillent à ce que l'argent de la commune soit effectivement investi pour le compte de la commune. Alors donc vous pouvez dire aujourd'hui que le bilan est positif. Quel est le bilan de la mairie de Loum? Bon, disons que... Puisque vous arrivez au terme pratiquement de votre mandat. Disons qu'en réalité, j'ai coutume de dire que on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer. Mais il faut aussi reconnaître que Eto'o sait qu'il est un grand joueur. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quand vous avez fait quelque chose de bien, ça vous revient. On vous dit, voilà, ça, félicitations. Nous avons trouvé Loum dans un état de délabrement. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire aux uns et aux autres que le mot de passe-partout que certains affidés du régime en place essaient d'utiliser, on ne doit plus écouter ça. Non, si vous votez l'opposition, vous serez dans le noir. Si vous votez tel parti et l'opposition, vous serez dans le noir. Vous n'aurez plus de projets. Ça, c'est un mensonge total. Parce que la seule chose que je reconnais aujourd'hui, c'est que en tant que maire de l'opposition, il faut le reconnaître, je n'ai jamais fait partie du... Je n'ai jamais été l'objet d'une discrimination de quelque nature, quel que ce soit. Soit il faut... C'est-à-dire vos dossiers ont fait comme son non, ça, il faut le dire. Et puis, le ministère de l'administration territoriale vous écoute sans problème? Non, je veux vous dire une chose, c'est que vous ne valez que parce que vous êtes. Et je peux vous dire que dans le cas du Mungo et dans le cas du littoral, même si vous vous interrogez les maires, ils vous diront exactement... ils vous diront quelque chose sur ma personne et sur ma personnalité. Donc moi, je voudrais dire également que ceux qui pensent par exemple que c'est parce qu'on a voté l'opposition qu'on ne doit pas s'en sortir. Et moi, j'ai souvent, les gars on a souvent coutume de faire la comparaison. Alors, hier, le régime en place était là. Aujourd'hui, c'est l'opposition. Il n'y a pas balance, il n'y a pas match, si je peux le dire ainsi. Parce que rien qu'en matière d'assainissement, ce que nous avons fait en termes de construction de caniveaux, c'est énorme. Nous avons construit plus de 2 à 3 km de caniveaux. Aujourd'hui, le marché de Loum est en rénovation. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes actuellement en train de construire une nouvelle gare routière. Et je dis que ce sera la gare routière la plus moderne
au niveau du Cameroun. Actuellement, il n'y aura pas une autre gare routière. Non, je dis du Cameroun. Vous y mettez quoi dans cette gare routière qui est aussi moderne? Bon, disons, en réalité, vous savez que les gares routières, c'est en fonction de leur position géographique. Absolument. Et également les commodités qui accompagnent l'utilisation de ces gares routières. Il faut en tenir compte. Parce que nous avons tenu compte de toutes les commodités. Que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau sécuritaire, nous avons tenu compte de toutes ces commodités. Donc c'est pour ça que je dis que ce sera une gare routière extrêmement moderne. On avait un plan d'aménagement du centre urbain. Nous avons commencé par la tribune. Et je vais également vous dire, peut-être ce n'est pas péremptoire de le dire, même monsieur le préfet du Mungo actuellement l'a dit. La tribune municipale de Loum aujourd'hui, c'est l'une des meilleures tribunes au Cameroun. Il n'y en a pas deux comme ça. Et même je pense même pas que, parce qu'à Yaoundé, c'est en matériaux provisoires. Chez nous, c'est définitif et en estrade. Donc nous avons un projet d'aménagement à ce niveau. Et nous pensons que si les moyens suivaient dans le cadre de la décentralisation, on aurait rendu Loum très très paisible. Et sans oublier également que aujourd'hui, sur le centre administratif, quand même aujourd'hui, est assez présentable. Quand vous allez dans cette ville, vous avez quand même l'impression vous en faites pas l'impression, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Alors, et les perspectives, c'est quoi? Vous entendez être maire encore? Vous êtes à la fin du mandat, vous allez postuler à nouveau? Bon, disons qu'en réalité, nous avons beaucoup de projets en cours. Oui. Et ces projets méritent d'être portés à terme. Donc, c'est pour cette raison que nous disons que nous pensons que nous avons de fortes chances que les populations de Loum nous accordent un second mandat. Déjà, en termes de perspectives, les populations de Loum nous accordent un second mandat. Déjà, en termes de perspectives, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, avant la fin de mon mandat, c'est l'électrification de Mabombe. Mabombe qui est quoi? Une localité? Oui, une localité, c'est une bourgade. Oui. Aujourd'hui, c'est une bourgade qui est... c'est un vivier agricole pour nous. C'est donc en réalité, il y a du potentiel là-bas. Et les populations sont assez installées, il y a suffisamment de populations installées là-bas. Et je pense que ce qu'ils demandent uniquement, c'est d'améliorer leur quotidien. Et l'électrification de cette zone est une priorité pour moi. Et je me suis dit que nous attendons peut-être d'ici la semaine prochaine, même si les CAC ne sont pas arrivés, je me verrai dans l'obligation de consulter. Les CAC, les centimes additionnels communaux, oui. Oui, si ça n'est pas arrivé, je me verrai dans l'obligation de consulter les conseillers pour peut-être apporter ce financement en attendant que la commune me rembourse. Alors, vous venez de souligner Guy Wambo Kouyaté, monsieur le maire de la commune de Loum, vous venez de signaler, tout en parlant que s'il y avait plus de moyens, si la décentralisation était justement suffisamment mise en branle, une commune comme celle que vous dirigez pourrait aller très loin, serait très loin actuellement. Et ça nous donne donc l'occasion d'évoquer justement la décentralisation. Alors, quelle est la lecture que vous en faites à l'heure qu'il est, vous qui êtes un maire, vous qui êtes à la tête d'une collectivité locale décentralisée? Bon, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup de maires sont déçus par le processus de la décentralisation. Oui. Et je dirais même en majorité les maires RDPC. Si vous allez directement dans les communes aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup de maires ont déserté. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes au deuxième trimestre. Nous avons amorcé le deuxième trimestre. Mais les CAC du quatrième trimestre, la plupart, certaines communes jusqu'à présent n'ont pas reçu les CAC du quatrième trimestre. Et vous êtes sans ignorer l'importance de ces CAC dans le budget des différentes communes. Il y a des communes aujourd'hui qui ont des arrêts de salaire de 3 mois, de 4 mois. Il y a des communes jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas tenu leur compte administratif. Pourtant, la réglementation leur demande de le faire avant la fin du mois de mars. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ce que moi je voulais dire également, c'est quoi? C'est que c'est assez gênant de voir qu'un outil de développement aussi fort peut être malmené par des personnes qui ne veulent pas du bien des Camerounais. Parce que j'ai une perception de la décentralisation. Et je me dis que si cette décentralisation était faite de sa sorte, l'État devait se décharger de beaucoup de préoccupations. Oui. Nous disons que nous ne voulons plus ce qu'on appelle les délégations de crédit, nous voulons des dotations. Oui. Et alors expliquez-nous ça très bien, parce que le public se pose la question. Délégation de crédit, ça les délégations de crédit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, des fonctionnaires se placent dans leur
se mettent dans leur bureau et décident que la ville de Loum aura un puits alors que la ville de Loum a besoin d'une salle de classe. Alors en ce moment, ils envoient ce qu'on appelle les cartons. Oui. Et à base de ces cartons, si vous avez une commission de passation des marchés internes, vous passez les marchés et vous donnez également ces marchés aux prestataires. Ce que vous souhaitez, si je vous comprends bien, c'est que l'initiative de l'investissement soit prise à partir de la commune et que des fonds soient mis simplement à disposition. En réalité, je pense que quand on parle de la décentralisation, c'est un développement auto-centré. Absolument. Et ça n'aurait été autrement que de mettre les fonds à la disposition des communes. Or, nous avons dit, et moi personnellement, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, compte tenu des préoccupations que l'État a aujourd'hui, parce que, figurez-vous, c'est depuis 1996 que cette décentralisation aurait dû être mis sur pied, mais comme le terme progressif a été de façon maligne mis dans la Constitution, on peut attendre 100 ans pour ça. Donc, ce que je pense, c'est quoi? C'est que l'État pouvait, dans un premier temps, commencer de façon graduelle à mettre à la disposition, doter les mairies de fonds. C'est-à-dire, on pouvait décider, par exemple, de dire que si on avait commencé par le départ, et dit chaque mairie cette année aura 100 millions de francs. L'année prochaine, chaque mairie peut-être aura 200 millions de francs, et ainsi de suite. Et mettre, par exemple, une cagnotte. Comment est-ce que mettre, par exemple, sur pied un guichet de performance. C'est-à-dire qu'en dehors de ces fonds qui sont alloués aux communes, l'État met un guichet de performance sur pied pour encourager les maires qui auront mieux utilisé ces différents fonds. Alors, je me dis, par exemple, que si l'État avait mis ces fonds à la disposition des communes, l'État devait se départir de beaucoup de charges. Prenez M. Guizogo, allez par exemple dans ces communes, regardez les édifices publics, allez dans un commissariat, allez dans une gendarmerie, allez dans une sous-préfecture. Mais c'est comme dans une époque préhistorique. Ces fonctionnaires travaillent dans les conditions extrêmement difficiles. Or, s'il y avait la décentralisation, qu'est-ce qui devait se passer? On devait dire à chaque circonscription, décentralisée, de dire que bon, ok, ces infrastructures, vous deviez absolument apporter un appui dans la mise à niveau de ces différentes infrastructures. Encore plus, ces fonctionnaires travaillent. Les frais de fonctionnement de ces fonctionnaires, si on vous dit qu'est-ce qu'ils ont comme frais de fonctionnement trimestriel, vous pouvez pleurer. Est-ce que vous imaginez qu'une sous-préfecture a presque 600 000 francs semestriellement de frais de fonctionnement? Si le prestataire maintenant, si le prestataire qui doit prester arrive avec sa marge, le sous-préfet a moins de 250 000 francs pour fonctionner. Le commissaire a combien pour fonctionner? Le commandant a combien pour fonctionner? Alors que dans le cadre de la décentralisation, on pouvait régler ce problème très rapidement. Il suffit que lors du budget, on consulte les différents sectoriels qui existent sur le territoire, que chacun envoie de façon modeste ses besoins au niveau du fonctionnement et peut-être au niveau de l'aménagement et autres. Et en ce moment, en fonction des priorités, on pouvait statuer et voter un budget conséquent qui peut aider tout le monde. Alors, donc, la dotation générale de la décentralisation 2018 qui vient d'être rendue par le Premier ministre ne vous arrange pas. De 10 milliards quand même, Monsieur Wambo. 10 milliards qui ont été mis à la disposition du processus de décentralisation. Bon, vous savez, le commun des mortels, quand on entend 10 milliards, on peut sauter de joie ou bien en disant que, quelle somme. 10 milliards ne représentent même pas une goutte d'eau, même pas pour faire le pansement de la blessure qui est la décentralisation. Même pas pour faire ce pansement. Parce que déjà dans les 10 millions de francs, vous avez 5 millions de francs. Dans les 10 milliards de francs, vous avez 5 milliards qui est le budget de fonctionnement. Il manque 5 milliards de francs pour l'investissement. Quand vous divisez par 360 communes, qu'est-ce que ça donne? De 96 à nos jours, la ville de Loum a reçu 6 millions de francs. Depuis 96. De 96 à nos jours, nous avons reçu 6 millions de francs comme dotation générale à la décentralisation. Quand vous divisez par 22 ans, ça ne représente même pas peut-être, je ne sais pas si ça atteint peut-être 100 000 francs ou 200 000 francs par an. Donc voilà à peu près ce que nous avons reçu. Ce que nous disons, c'est que il faudrait que les gens arrêtent de jouer avec la vie des Camerounais. Et à chaque fois que les actes comme ça sont posés, c'est comme si c'était une presse. Le chef de l'État a mis à la disposition. Non. Ce n'est pas le chef de l'État qui met à notre disposition. Ce n'est pas l'argent du chef de l'État. L'État camerounais a mis à la disposition. Et en plus,
Dans les frais de fonctionnement de 5 milliards, il y a 3 milliards qui sont destinés au paiement des aérés, des salaires des maires. Alors qu'en réalité, le salaire des maires est payé par le FECOM. Donc ça ne devait pas figurer. Donc en réalité, ça ne devait pas figurer là-bas. Et vous voyez, c'est comme si c'était une prouesse. On ne peut pas être dans un pays où, quand vous assumez vos fonctions, vous considérez que c'est une faveur que vous êtes en train de faire aux gens. Donc moi, je crois qu'à ce niveau, le coaching est complètement raté. La décentralisation est un outil formidable pour le développement de ce pays. Et tant qu'on ne l'aurait pas compris, les crises vont se multiplier de part et d'autre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on vous dit que les mairies vont être autonomes, comment les mairies vont procéder pour être autonomes? On dit l'État a autorisé les collectivités à collecter des taxes et puis des impôts et taxes. Mais vous ne pouvez pas vous hasarder à collecter tous ces impôts. Parce que vous vous rendez compte... Pourquoi vous ne les collectez pas? Mais ce sont ces impôts qui vous permettent de vivre, qui vous donnent les moyens de le faire. Mais M. Guizogo, pourquoi ce sont des impôts que l'État n'a jamais collectés? L'État n'a jamais collecté. Oui. Et puis aujourd'hui, vous demande à vous de le faire. Et puis aujourd'hui, il faut savoir que nos populations vivent dans une précarité. Ça, il faut le dire. Vivent dans une précarité. Et parenthèse, moi je suis le président du comité de gestion de l'hôpital de district de Loum. Et tout récemment, nous avons eu une assemblée et nous nous sommes rendus compte que le taux des patients avait fortement diminué. Est-ce que vous savez pourquoi les taux de patients ont fortement diminué? Pas parce qu'ils sont guéris ou non, parce que les Camerounais n'ont plus les moyens pour se soigner. Ils ne viennent plus à l'hôpital. Pour se soigner, les Camerounais n'ont pas les moyens pour se soigner. Les Camerounais n'ont pas de moyens pour se soigner. Les soins de première nécessité, ça n'existe pas au Cameroun. Et comme je disais, vous ne pouvez pas collecter ces taxes. Quand par exemple vous allez voir peut-être un commerçant, vous allez lui dire que bon, taxe de développement local, il faut qu'il paye. Taxe sanitaire, il faut qu'il passe. Taxe d'occupation temporaire de la voie publique, il faut qu'il paye. Taxe sur la publicité, il faut qu'il paye. L'impôt libératoire, il faut qu'il paye. Mais vous ne pouvez pas, si on cite comme ça, on peut citer une dizaine. Mais si vous commencez à collecter ces taxes, il y aura une révolte, il y aura un soulèvement total. La preuve en est, même pour le bien des commerçants, quand j'ai dit qu'il faut respecter au minimum la grille des locations des boutiques au marché, ça n'a pas été facile. Il a fallu que les commerçants voient qu'il y a un aménagement au niveau du marché pour qu'ils puissent adhérer. Parce que nous avons, en dehors de cet aménagement, nous avons ceinturé complètement le marché avec une barrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vols qui étaient assez récurrents, aujourd'hui, ont baissé. Donc, voyez-vous, on ne peut donc pas évoluer de cette façon. Nous avons conscience qu'il y a des fonctionnaires qui tirent des cartes fer pour que la décentralisation ne soit pas effective. Et la plupart des temps, qu'est-ce qu'on dit? Les maires n'ont pas de compétences. Oui, c'est un argument qu'on entend beaucoup. On dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, la décentralisation est d'une certaine manière un peu mise à mal parce qu'il n'y a pas assez de compétences. Bon, je vais vous dire une chose. Oui. Le président, par exemple, de CVUC littoral, M. Tif Nguime Ekolo, c'est un centralien. Oui. C'est un centralien. C'est l'une des personnes qui a rédigé le plan d'énergie de ce pays, malheureusement qui n'a pas été mis en place. Et quand par exemple ceux qui le disent, je me mets au défi avec tout administrateur sur le plan de la gestion. Parce que, vous savez, j'ai souvent coutume de dire que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup fréquenté, vous avez des diplômes que vous êtes à même de prendre des bonnes décisions. Oui. Parce que quand vous avez, si on reconnaît ceux qui ont la capacité de prendre des décisions en fonction des initiatives qu'ils prennent. Parce que c'est ça. Quand vous voyez un entrepreneur, vous comprenez que c'est quelqu'un qui peut prendre de très bonnes décisions. Mais les gens sont formés au niveau de l'ENAM uniquement pour être des salariés. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un problème de compétences. Les maires sont suffisamment outillés aujourd'hui pour implémenter la décentralisation. Et non, on attend que ça. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un boxeur que vous entraînez pendant 10 ans sans l'amener à une compétition. Et d'ailleurs, s'il fallait attendre que tous les maires soient aguerris pour que la décentralisation soit mise sur pied, est-ce que quand en 1960, si je me souviens bien, quand on a prononcé l'indépendance du Cameroun, s'il fallait attendre à voir des fonctionnaires à tous les postes, est-ce qu'aujourd'hui on devait être à quel niveau? Donc que les gens arrêtent de raconter des balises. Donc vous dites que vous êtes fatigué de vous entraîner depuis 96, finalement vous ne faites rien. C'est un découragement total. Oui. Si j'avais été nommé par l'administration en tant que maire,
c'est que j'ai déjà jeté l'éponge. Parce que vous savez, rien n'est difficile, rien n'est gênant, rien n'est écœurant pour un maire que de se rendre compte qu'il ne peut même pas remplir un trou dans sa ville. C'est assez gênant. Parce que vous savez, les populations ne vous jugent qu'à travers ce que vous réalisez. Or, personne ne peut comprendre qu'il y a des difficultés. Donc, voyez-vous... Et les fonctionnaires, vous dites qu'ils tirent des 4 fers, ils freinent des 4 fers pour que la décentralisation ne marche pas. Alors, qu'en est-il par exemple du transfert des compétences? Est-ce que l'administration transfère suffisamment de compétences aujourd'hui aux collectivités? Mais vous savez, c'est comme les écoles qu'on crée ici chez nous. Avec les écoles et les universités et autres, on crée sur le papier. Et après, c'est fini. Parce que quand on dit qu'il y a le transfert des compétences, on transfère quelles compétences? Prenons le cadre, par exemple, des écoles primaires. Oui. On dit qu'on a transféré les compétences. Vous savez combien la ville de Loum reçoit par an comme dotation, comme le paquet minimum pour les écoles primaires? 3 400 000 TTC, presque 4 millions de francs TTC. Donc quand vous arrêtez, si vous donnez un prestataire et qu'il doit enlever son gain et les TVA et autres, vous allez vous retrouver presque à 2 millions de francs. Mais vous avez peut-être plus autour de 12 écoles et écoles maternelles dans la ville de Loum. Mais dites-moi exactement qu'est-ce qu'on peut apporter. Allez regarder l'état de délabrement de ces différentes salles de classe. Allez regarder dans quelles conditions ces enfants ces apprenants prennent les cours. Mais vous allez avoir les larmes aux yeux. Donc moi je pense qu'il ne faudrait pas que les gens... J'ai entendu certains ministres, je ne sais pas, certains illuminés dire qu'il y a la décentralisation, on a transféré les compétences à 75%. J'aurais aimé que un ministre se place devant moi et commence à énumérer ministère par ministère et nous dit quel type de décentralisation, quel type de transfert de compétences on a fait. On ne peut pas dire de bouche qu'on a transféré une compétence. Ce sont dans les faits qu'on transfère les compétences. Donc qu'on arrête un peu de nous dire des choses comme ça. Mais je voulais également dire, M. Guizogo, quand vous regardez ailleurs, comme au Gabon et autres, vous voyez ce qu'un maire gagne. Oui. Vous pouvez pas imaginer. On ne peut pas, dans ce pays, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs ne doivent gagner mieux que les maires. Parce que le maire est quelqu'un qui est sédentaire. Et il gère comme s'il gérait un petit pays. Donc en réalité, c'est quelqu'un qui doit être suffisamment payé pour consacrer son temps à cette décentralisation. Parce que tant qu'on n'aura pas compris que cette décentralisation, c'est ça qui va porter le développement de ce pays, on se sera trompé. Et il faut donc que les acteurs de cette décentralisation se sentent à l'aise pour pouvoir mener effectivement cette décentralisation. Et non des salaires de misère qu'on donne aux gens. Vous croyez que ça vaut quoi? 250 000 francs. 250 000 francs pour l'instant, pour le cas qui concerne la commune. Mais je vous dis, il y a des maires ici qui font des réunions, des maires d'Ambam qui font des réunions avec les maires qui viennent du Congo. Et je vous rappelle qu'un maire du Congo a 40 millions de frais de souveraineté, une voiture de fonction et un garde de corps. Et il doit toucher autour de 2 millions de francs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour que les maires soient si clochardisés? Et même quand on dit qu'on doit donner les salaires aux maires, il faudrait qu'on fasse la force pour que les aérés soient payés. Je pense que là, le salaire, c'est la contrepartie d'un travail fait. Donc en un mot, vous dites que la décentralisation, pour l'heure, est mal partie au Cameroun. Non, disons qu'on a beau dire, même le ministère qui a été créé, je reste dubitatif. C'est vrai qu'il y a tout un ministère qui est créé uniquement pour la décentralisation et le développement rural. Mais il y a combien de ministères qui sont créés au Cameroun comme ça? Il y en a plusieurs. Peut-être 60 ou 62. Non, 53 aujourd'hui, avec peut-être les secrétaires d'État qui font peut-être, qui va donner peut-être des délégués ou autres. On a combien qui ont créé? Mais quelle est leur efficacité? C'est ça qu'il faut poser comme question. Ça ne sert à rien de créer des ministères, alors qu'en réalité, rien ne s'y trouve là. Ouais. Et donc vous pronostiquez qu'il faudra peut-être changer de régime pour espérer que la décentralisation devienne véritablement un problème, une préoccupation pour les gouvernants? Vous savez, j'ai du mal, je dis souvent qu'il n'y a aucun militant sincère dans le RDPC. Aucun militant sincère. Chacun a des arrière-pensées et chacun vient payer intérêt. Parce que sinon, les fêtes qu'on va faire au village régulièrement quand on est nommé, ce n'est pas ça qui aide le président de la République. Moi, je m'insurge contre ça. Parce que le président de la République, quand il vous a nommé, il vous délègue une partie de ses attributs avec
des objectifs à atteindre. Mais le plus important ici, c'est d'atteindre ces objectifs. Le président de la République n'a pas besoin que vous rentrez dans votre village pour faire comme si, par exemple, j'ai vu des personnes qui ont été nommées à la Cour constitutionnelle. J'ai vu des papas sauter comme si c'était des enfants. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, il faudrait que nous nous concentrons sur l'essentiel. Parce que si moi, j'étais dans le RDPC et qu'il fallait que je démontre que je soutiens le président de la République, ce n'est pas mon travail que je devais démontrer que je soutiens le président de la République. Mais tant que ce n'est pas fait, moi je pense que ce sont des personnes, parce que le président de la République est mal entouré. Et comme j'ai souvent coutume de dire, comme certaines personnes, peut-être que c'est même un coup d'état scientifique, qui sait. Donc voir de quelle façon les gens se comportent quand ils ont ces responsabilités, nous disons que vraiment le président de la République, je crois qu'il a fait son temps. Et c'est un patriarche, il peut nous être d'une grande utilité, mais tout en donnant la possibilité à la jeunesse de prendre la relève. Alors, et donc, vous espérez toujours que la décentralisation irait mieux et qu'après le président, bien alors, si je vous comprends bien, comme vous dites qu'il faudrait qu'il prenne sa retraite, mais vous avez le SDF que ça irait mieux? Bon, vous savez, je ne suis pas un partisan. Je ne suis pas un partisan, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je ne suis pas un partisan. Le Cameroun a un potentiel en matière de gestion. Le Cameroun, c'est même le pays le plus facile à gérer. Parce que nous avons de la ressource humaine, nous avons de la ressource financière également. Donc, c'est un pays facile à gérer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que les Camerounais puissent choisir la meilleure personne qui sera en même de conduire leur destinée. Je ne me focalise pas pour un parti politique. Mais, toutefois, moi je crois que le candidat aussi est un candidat qui a un potentiel. Oui, ça va nous donner l'occasion de rentrer de plein pied dans la question des présidentielles. Oui. Alors, il y a un nombre de scrutins prévus cette année. D'abord les scrutins, puisque vous évoquez Joshua aussi, nous allons entrer donc dans ces candidatures. Le SDF a tenu une convention à Bamenda. Vous y étiez. Oui. Bien sûr, vous avez donc choisi Joshua aussi. Pour vous, c'est le meilleur candidat à l'heure actuelle sur l'échiquier politique pour la présidentielle 2018? Bon, disons que je dirais pas, c'est l'un des meilleurs candidats, parce qu'il faut nuancer les choses. Oui. Il ne faut pas être très prétentieux, mais je dis que c'est l'un des meilleurs candidats. Pourquoi? Aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le potentiel de l'homme, et je dis que c'est l'un des meilleurs candidats, pourquoi? Parce que peut-être que je vais me permettre de dire un certain nombre de choses qui n'étaient pas peut-être demandées ici. Vous savez, dans tous les partis politiques, il y a les combats, il y a les guéguerres. Et quand je vois avec un maestro, aussi c'est en sortie, je me dis que c'est quelqu'un qui peut apporter un plus à notre pays. Parce que... On lui a donc mis des bâtons dans le cou. C'est-à-dire il faut le dire de façon honnête. Le combat était rude. Et même les adversaires en face ont cherché à envenimer la situation. Mais moi je dis que pour ce qui me concerne, quand je vois avec un maestro, lui il a réussi à faire face à tout les préoccupations que nous avons au niveau du parti. Je dis que, parce que vous savez, c'est quelqu'un qui a un tact en matière de relations humaines. C'est quelqu'un qui sait prendre son temps pour répondre. C'est quelqu'un qui sait prendre son temps pour agir. En aucun moment, je n'ai vu monsieur aussi peut-être agir dans la précipitation. Et c'est quelqu'un également qui sait encaisser. Donc moi je me dis que c'est quelqu'un qui a du potentiel. Maintenant, le potentiel seul ne suffit pas. Comment est-ce qu'on doit implémenter ce potentiel sur le terrain? That is the question, comme on dit des Anglais. Et c'est pour ça que j'interpelle la classe politique, et en l'occurrence le SDF. Parce que nous sommes déjà à la veille des élections. Hein. Oui. Nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Mais on ne voit pas beaucoup sur le terrain. On n'a pas beaucoup vu Joshua aussi sur le terrain depuis. Bon, disons que pour dire la vérité, c'est le candidat que nous avons plébiscité. Oui. Et naturellement, il doit avoir peut-être un programme et un plan. Oui. Nous attendons, il était en déplacement, nous attendons voir de quelle façon il doit dérouler ce programme ou il doit dérouler ce plan. Mais il va sans dire que tant qu'il n'y a pas une certaine convergence au niveau de la classe politique, je crains bien que les résultats escomptés
Alors, convergence, c'est-à-dire candidature unique de l'opposition. Non, moi je pense que... Maurice Kamto dit c'est un faux débat. J'ai entendu tout ça. Vous l'avez entendu? J'ai entendu que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral Libi et Matomba. autres. Tout ça, j'ai entendu toutes ces personnes. Mais moi je dis qu'il y a un peu de l'égoïsme dans ça. Oui. Oui, personnellement, je dis qu'il y a un peu d'égoïsme. Mais ils disent que de toutes les manières, même si l'opposition avait une candidature unique, rien n'empêche que le pouvoir sorte un autre candidat, qu'on le présente comme... Moi, je pense que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas tirer des conclusions sur ce que nous sommes sur ça. Moi, je dis, comme ils disent que c'est un faux débat, moi également, je dis que ça, c'est un faux débat de leur part. Et ces leaders politiques, ça, ce que je vais les dire, c'est des personnes, ça m'engage personnellement. Vous savez, personnellement, la classe politique a déçu les Camerounais. Oui. Il faut le dire de façon honnête. Et je me mets pas en reste. La classe politique a déçu les Camerounais. Et les Camerounais aujourd'hui sont découragés pour quelle raison? Parce que ils essayent de regarder, mais ils ne se retrouvent pas en ces partis, en ces leaders politiques. Ils se retrouvent en ces leaders politiques. Pour quelle raison? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu de l'égoïsme qui se joue. C'est chacun pour soi, Dieu le pousse. J'ai entendu par exemple qu'on développait, par exemple, qui dit qu'il faut une synergie pour le contrôle des élections. Moi je dis que n'oubliez pas, parce que si jusqu'aujourd'hui vous oubliez que l'administration est le paravent du RDPC, c'est que vous vous êtes trompé. Encore plus, vous allez vous rendre compte que tous les gros hommes d'affaires aujourd'hui militent également au sein du SDF, au sein du RDPC. Alors ces gros hommes d'affaires, comme on a savamment su comment régler avec le tribalisme, on renvoie chacun dans son coin au village avec des millions et des milliards. Les gens essaient un peu de corrompre des esprits. Mais nous interpellons les Camerounais en leur disant que notre avenir est entre nos mains. Qui a pensé un jour que au Burkina Faso, Blaise Compaoré pouvait partir? Personne n'a jamais pensé à ça. Donc moi je crois que l'avenir des Camerounais est entre leurs mains. Et nous n'allons pas être considérés comme du bétail électoral. Donc moi je pense qu'il devient urgent et indispensable que même notre parti se rapproche des autres partis pour apporter une certaine proposition. Pourquoi ne pas discuter sur une plateforme de gouvernance, quitte à ce que vous vous accordez là-dessus et trouver comment est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble pour que les populations enfin comprennent que leur préoccupation est prise en compte. Tant que ce n'est pas fait de cette façon, je vous assure, quel qu'en soit ce qu'on va faire, ça ne va pas marcher. Regardez aujourd'hui, les jeunes essayent un peu de s'inscrire. Oui. Parce qu'ils se disent que peut-être il peut y avoir quelque chose qui va changer. Mais tant que les partis politiques ne démontrent pas qu'ils ont compris la leçon, moi j'ai bien peur que ça ne marche pas. Donc moi je crois, au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie totalement la classe politique. Parce que, figurez-vous, regardez à peu près les mutations qui se font dans les classes politiques. Oui. Vous voyez des gens qui disaient non hier, aujourd'hui subitement qui disent oui. Mais si vous leur demandez que concrètement qu'est-ce qui a changé, ils ne vous diront pas qu'est-ce qui a changé. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent leur part du gâteau. Absolument. C'est exactement ce qui se passe. Alors, vous dites mutation de la classe politique, il faut des changements. Vous avez dit, Paul Biya, pour vous, ce n'est pas un candidat crédible pour la présidentielle 2018. Bon, vous savez, il faut être honnête et reconnaître un certain nombre de choses. J'entends beaucoup de gens dire que non, il faut que le président de la République se représente. Oui. J'entends beaucoup de gens dire qu'il y a des projets. Il y a des appels de partout. Non, écoutez, il y a des appels partout, mais nous savons comment est-ce que ces appels se font. Je vous dis encore que aucun meeting du RDPC ne se fait sans qu'on ait distribué de l'argent à ceux qui viennent. Parce que s'il n'y a pas cet argent, personne ne viendra. Et comme on a trouvé le mécanisme pour clochadiser les Camerounais, à tel point qu'un Camerounais peut vendre sa maman pour 1 kilo de riz, on utilise cet artifice. Donc moi je dis qu'il faut reconnaître que après quand même 32-35 ans de règne, on est assez facile. On est assez fatigué. Oui. Il y a des choses qui se sclérosent tout autour de toi. Il y a des gens qui ont construit des réseaux de mafia. Il y a des gens qui ont construit des réseaux de vol. Et en ce moment-là, tant qu'il n'y a pas un renouvellement, ça ne peut pas marcher. Et en plus, M. Guizogo, il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas spéculer sur l'âge du président de la République, qui peut être éternel sur la terre.
Nous tous, nous vieillissons. Donc vous vous le dites, 85 ans pour hier j'avais 20 ans, aujourd'hui j'ai 48 ans. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi également je vieillis. Quand vous avez 85 ans, vous êtes préoccupé par vos problèmes de santé. Quoi que vous fassiez, vous êtes préoccupé par les problèmes de santé. Donc, et le président de la République aujourd'hui n'a pas la poigne nécessaire ou bien... D'ailleurs, quand je dis que le président de la République n'a pas la poigne nécessaire, est-ce que vous n'avez pas constaté qu'au niveau du gouvernement, la plupart des textes et des lois qui sont votés sont bafoués et boycottés par ses collaborateurs? Mais ça traduit exactement que la maîtrise de la situation n'est plus là. Je suis désolé de le dire, peut-être que c'est au risque de le dire, mais je dis que la maîtrise de la situation n'est plus là. Il faut à un moment donné que le président de la République, et c'est la seule chose que nous demandons au président de la République, de nous laisser un héritage qui permet de construire l'avenir. Donc nous demandons au chef de l'État, de façon humble, qu'on trouve l'humilité ad viternum au président de la République, qu'on puisse dégager des moyens nécessaires, conséquents, pour que le président de la République vive aisément. Mais que le président de la République comprenne qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait qu'il laisse aux Camerounais cette paix. Et je voudrais mentionner que cette paix ne dépend pas du RDPC. Les Camerounais, ce sont des peuples épris de paix. Donc, il faudrait absolument que, au jour d'aujourd'hui, que nous fassions attention. Et j'ai coutume de dire que le danger ne viendra jamais de l'opposition. Mais du pouvoir lui-même. Ça, je vous le dis que les gens ont amassé des milliards et des milliards. Ils vont se faire la guerre. Je dis que les gens ont amassé des milliards et des milliards. Ils n'attendent que l'opportunité. Pour faire quoi? Mais certainement, ils attendent que l'opportunité pour s'emparer du pouvoir. Ils n'attendent que cette opportunité. Quand vous entendez, on dit qu'un ministre a volé 30 milliards, a détourné 40 milliards ou 100 milliards de francs. L'argent là, c'était l'eau. Pour qu'il ramasse 30 milliards, 40 milliards, personne ne se rend compte qu'on a ramassé 40. Il va faire quoi avec 40 milliards ou 30 milliards s'il n'y a pas des arrière-pensées? Donc nous pensons qu'il y a des arrière-pensées. Et il va donc falloir... Alors ça, c'était pour le candidat Paul Biya. On avait évoqué Akeremouna. Pour vous, c'est aussi l'un des candidats déclarés. On l'a déjà vu sur le terrain, notamment parcourant le nord-ouest, le sud-ouest, sur une moto même d'ailleurs, allant à la boutique, dans les boutiques acheter du pain, tout cela. Vous savez, quand vous n'êtes pas habitué à faire quelque chose, même si vous faites n'importe comment, on trouve que vous faites, que cela, vous êtes en train, c'est-à-dire que c'est avec force que vous le faites. Moi, j'ai regardé ceux qui communiquent pour Akeremouna. Et moi, j'ai souvent dit à un ami qui s'appelle Jacques Maboula, qui est le président de la plateforme, qu'il commettent beaucoup d'erreurs. Akeremouna se présente comme un candidat élitiste. Pourquoi? Parce élitiste. Que... Oui, élitiste. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu des publications, par exemple, le jour où ils ont signé cette convention pour la plateforme. Vous les avez vus tous avec des bouteilles de champagne en main. Bon, vous voyez déjà que c'est une mauvaise communication. De deux, j'ai vu un public reportage chez Akeremouna dans sa limousine où on le montrait, il entrait, il faisait ceci, il faisait cela. Moi, je dis également, c'est une mauvaise publication. Et les candidatures, ce n'est pas parce que vous annoncez les candidatures que vous croyez que forcément ça peut marcher. Les candidatures se préparent. Or, vous êtes conscient que à un moment donné, Maître Akeremouna était un peu éloigné de la base. Donc ça fait que au jour d'aujourd'hui, même pour revenir, il ne peut pas s'acclimater. Donc moi je pense que franchement, il a du potentiel. Il a un background. Mais je crois que sur la forme, il devrait se mettre au service de quelqu'un d'autre. Non, moi je crois que, vous savez, je ne suis pas prétentieux et ce n'est pas à moi de dire à qui que ce soit de se présenter ou pas. Mais moi je fais un commentaire selon ma vision. Mais ce que je peux souhaiter, c'est que ces personnes, parce que bien évidemment, quand même, Maître Akeremouna quand même a des entrées et également aussi, il a quand même un aura qui vient du fait qu'il est d'une famille assez connue du pays. Donc moi je dis, c'est un capital comme ça qu'on pouvait mettre ensemble pour essayer un peu d'apporter un bien-être, un bien-vivre aux Camerounais. Il est important et urgent que ceux qui pensent du bien de ce Cameroun se mettent ensemble pour y réfléchir. Alors en dehors de Akeremouna, il y a des jeunes aussi. Cabral Libi, vous l'avez vu, vous l'observez, il est sur le terrain. Mouvement d'abord appelé les jeunes à s'inscrire et suit ensuite le mouvement qui s'est transformé en mouvement 11 millions de citoyens.
Que dites-vous? Bon, disons que M. Kabal Libi est courageux. Ça, je dirais, c'est ce que je dirais de lui. Il est courageux et j'ai toujours suivi ses publications ou bien même ses interventions au niveau des radios et de la télé. Je crois que c'est quelqu'un qui a une certaine clairvoyance. Bon, maintenant, est-ce qu'il a l'ossature? Ça, c'est la question et c'est aux Camerounais de répondre en ce moment. Mais pour ce qui me concerne, je crois qu'aller de façon dispersée, je ne pense pas, il ne faut pas seulement qu'on aille aux élections parce qu'à la fin, on va dire qu'on a eu tel pourcentage de voix. Nous allons aux élections pour un objectif. Et tant que nous n'atteignons pas cet objectif, nous ne pouvons pas nous autoglorifier. C'est ce que vous dites aussi de Serge Espoir Matomba, qui est un jeune aussi, hein, qui est conseiller municipal, qui a annoncé sa candidature. Bon, disons qu'en réalité, vous savez que pour moi, quand je dis qu'on sème une graine, il faut laisser le temps à la graine de pousser. Donc je pense que tous ces jeunes ont encore le temps de pousser. Toutefois, moi je crois qu'ils ont leur mot à dire. Si à jamais il faudrait avoir une plateforme de gouvernance pour ce pays. D'accord. Et le tout dernier, c'est la convention du MRC. Maurice Kamto, candidat aussi, on l'évoquait déjà tout à l'heure, qui dit que la question de la candidature unique, c'est un faux débat. Et qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Maurice Kamto? Non, disons que la candidature de Maurice Kamto est une candidature sérieuse. Ça, il ne faudrait pas chercher à dire quoi que ce soit dessus. C'est une candidature sérieuse. Mais sauf que Maurice Kamto seul, face à la machine RDPC, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que vous savez, le plus important ici, c'est quoi? Il faut sécuriser les élections. Absolument. Alors, justement, Maurice Kamto a annoncé, il a déclaré pendant son discours de politique générale qu'il comptait disposer de 50 000 scrutateurs à travers le territoire national. Ça, c'est quand même une réponse qui rejoint votre préoccupation. Vous savez, ce n'est pas le fait ce n'est pas l'annonce qui est le problème. C'est la concrétisation de cette annonce qui est le problème. Moi, j'ai fait des élections depuis 2007 et je sais exactement ce qu'on appelle scrutateur. Je sais exactement comment il faut recruter ces scrutateurs. Comment il faut faire? Les scrutateurs, on dit qu'ils sont souvent corrompus. Le RDPC leur rapporte un peu de C'est justement pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais donc dire que je sais à peu près comment. Parce que quand vous dites seulement recruter les scrutateurs, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il faut la logistique. Il faut une coordination. C'est-à-dire il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient en dehors de ça, il faut de la logistique pour coordonner. Parce que si vous avez les scrutateurs et qu'en dehors des scrutateurs, vous n'avez pas un mécanisme mobile qui contrôle les élections, vous n'allez pas vous en sortir. Il faudrait parce que si par exemple les partis politiques s'étaient mis ensemble, on pouvait répartir le Cameroun en zones en disant que bon, toi, tu es par exemple le responsable de telle zone. Toi, tu es responsable de telle autre zone. Toi, tu es responsable de telle autre zone. En ce moment-là, quand on a désigné ces responsables de zone, maintenant les partis politiques qui font partie de la plateforme également se retrouvent dans ces zones. On va donc aller dedans recruter pour essayer un peu de former les scrutateurs. Et quand on forme les scrutateurs maintenant, comment on compte contrôler les bureaux de vote? Parce que tant que vous n'avez pas la possibilité de convoyer les urnes, de convoyer les procès-verbaux, rassurez-vous, vous n'allez pas vous en sortir. Et en plus, quand vous convoyez les urnes, vous convoyez les procès-verbaux, il faut une mobilisation au niveau du point de compilation. Il faut une mobilisation au niveau du point de compilation. Parce que quand il y a la mobilisation maintenant au niveau du point de compilation, ça fait que tous les responsables qui sont en charge de cette compilation regardent la foule et disent qu'ici, il faut faire attention. Donc moi, je crois que tant que ce n'est pas fait de cette façon, vous aurez recruté 10 000 scrutateurs, 50 000, 1 million de scrutateurs, ça n'aurait réglé absolument, ça ne peut pas régler. Parce que quand je parle de la logistique, il faudrait les gens qui vont organiser le déjeuner. Il faudrait les gens qui vont organiser le repas de midi. Il faudrait les gens qui vont organiser, par exemple, les frais de taxi. Les frais de taxi. Donc vous voyez, c'est toute une organisation. Et tant que ce n'est pas maîtrisé, vous faites n'importe comment, vous ne pouvez pas réussir les élections. Et vous estimez que là, il y a du retard qui est pris sur toute cette organisation? Il y a suffisamment de retard qui est pris de part et d'autre. Parce que le régime RDPC, ce n'est pas une préoccupation pour eux. Même un sous-préfet ou un préfet peut être scrutateur, ça ne pose pas de problème. Mais l'opposition est en retard? Énormément en retard. Et au SDF, c'est une préoccupation, vous en parlez avec Joshua aussi? Bon, disons que c'est une préoccupation. Ça, il faut le dire que c'est une préoccupation. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, vous savez que
un parti est structuré et hiérarchisé. Tout à fait. Moi, je pense que certaines personnes qui ont cette responsabilité, on attend voir quel est le déroulement qu'ils vont, ou bien quelles sont les consignes qu'ils vont apporter. Alors, nous avons commencé à évoquer l'élection présidentielle 2018 avec ses candidats. Alors, il y a un autre scrutin, lui, s'est déjà tenu, c'est celui des sénatoriales, qui s'est déjà tenu, victoire du RDPC, avec un certain nombre, avec la majorité absolue dans cette chambre. Et puis, il y a eu la nomination des 30 sénateurs par le chef de l'État. Alors, d'abord, le déroulement, vous êtes d'abord conseiller municipal avant d'occuper la tête de l'exécutif même. Vous avez vécu comment les sénatoriales sur le terrain? Bon, disons que pour être honnête, il faut dire que ça a été très bien organisé. Déjà, vous savez que le collège électoral, c'est assez réduit. Oui. Donc, il n'y a pas de quoi s'en féliciter. Bon, mais tout de même, ça a été bien organisé. Et les gens ont voté. Mais sauf ce que je dois dire, c'est quoi? C'est que c'est un scrutin dont les résultats sont connus d'avance. Donc, ça n'était qu'une formalité. N'eût été le fait qu'il y a une loi qui contraint les conseillers municipaux à aller voter. Je crois que beaucoup de gens se seraient pas déplacés. Même comme au bout du compte, il y avait 50 000 francs qu'on a mis pour les frais de déplacement. Vous savez que ces 50 000 francs sont mis à dessein. Oui, c'est juste pour intéresser les gens à aller voter. Donc pour moi je crois que c'est une élection qui est passée. Et on a voté, le RDPC certainement a eu la majorité obèse que nous la connaissons. Donc pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement, pourquoi? Parce que cette chambre haute n'est d'aucune utilité pour les Camerounais. Vous savez que certainement c'était une chambre qui devait porter la décentralisation. Oui, mais dites-moi, de vous à moi, cette première mandature qui est passée, quel texte de loi est-ce que ces sénateurs ont soumis ou bien ont suscité? Il n'y en a pas. C'est une caisse à résonance. Et en tant que tel, je pense que nous, ça il faut le dire, j'en discutais tout récemment avec même un maire RDPC, il disait que mais ces sénateurs-là qui viennent même faire la campagne, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Ils ne sont pas souvent allés sur le terrain. On ne les a jamais vus. Vous, à Loum, là-bas, le sénateur de Loum n'est pas souvent... Je dis que bon, peut-être de façon sporadique, peut-être quelquefois, ils essayent un peu d'organiser des choses pour dire ceci, pour dire ça. Mais concrètement, ça ne nous rapporte rien. Parce que c'est ce que nous décrions la plupart du temps. En tant que maire, on nous fait des séminaires en un point fini. Mais concrètement, nous n'avons pas besoin de tout ça. On pense qu'il vaut mieux économiser ces sommes d'argent pour investir concrètement. Donc moi, je dis que pour moi, ces élections qui se sont déroulées, vraiment, personnellement, c'est un non-événement. Parce que ça n'apporte pas un plus au quotidien des Camerounais. Et nous, aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le quotidien des Camerounais. Oui. Alors, au-delà, après les 70 premiers sénateurs élus, le président de la République a nommé les 30 sénateurs restants pour compléter, pour faire le chiffre prévu de 100. Alors, les 30 sénateurs nommés, on en a pris dans certains partis politiques. On avait annoncé Fundi au Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en savez? Non, disons qu'en réalité, pour être honnête, le SDF a été consulté pour que certaines personnes du SDF soient nommées. Mais nous nous sommes opposés. En fait, pas que nous sommes opposés, nous avons opposé une fin de non-recevoir. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas être davantage, nous ne voulons pas être taxés de copinage. Et notre leader ne voudrait pas qu'on lui fasse un cadeau empoisonné. Donc c'est pour cette raison que nous avons refusé. Mais j'ai quelque chose à dire en ce qui concerne les 30 nommés. Oui. Vous voyez, les 30 nommés sont reconduits presque à 60%. Et dans ces 30 nommés, vous allez voir que les chefferies sont beaucoup plus en vue. Mais c'est un mauvais truc. C'est un mauvais truc parce qu'en réalité, les chefferies aujourd'hui ont perdu de leur prestance à cause de la politique. Parce que quand vous voyez par exemple un chef traditionnel qui est nommé peut-être par le président de la République, qu'est-ce que vous attendez de lui? Il lui doit obéissance. Or, les chefferies, quand vous êtes chef, ça veut dire que vous êtes le chef de plusieurs enfants. Vous êtes le chef des opposants, comme le chef des gens du parti au pouvoir. Mais quand vous prenez déjà sur vous de faire un choix, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas s'en sortir. Et vous voyez,
la scène politique est complètement malsaine aujourd'hui. Malsaine pourquoi? Parce que, regardez par exemple, vous voyez, tous les hommes d'affaires deviennent des sénateurs, tous les hommes d'affaires deviennent des députés et autres. Mais vous voyez, en réalité, quand c'est comme ça, il n'y a plus de personnes valeureuses qui peuvent opposer d'autres idées quand le navire va à la dérive. Donc c'est pour ça que je dis que la scène politique est malsaine. Et tant qu'à un moment donné, on ne doit pas se remettre en cause, je pense que notre pays court vraiment à la perdition. Donc pour moi, les 30 qui sont nommés, je crois que le coaching a été raté parce que davantage on fragilise les chefferies traditionnelles. Oui, mais en dehors des chefferies traditionnelles, on a nommé aussi dans l'UPC, ANDP, chez FSLC de Chiroma. On dit, si on s'en tient à ce que les partisans du RDPC disent, le président de la République a élargi le champ élargi le champ politique au sein du Sénat. Monsieur Guizogo, oui. Dites-moi, si vous avez un sac de maïs de 100 kilos, si vous enlevez 10 graines dedans, est-ce que ça peut impacter le nombre de kilogrammes restants? Il dit si vous avez un sac de maïs de 100 kilos, vous enlevez 10 graines de maïs à l'intérieur de ce sac, est-ce que ça peut impacter le nombre de kilogrammes de sacs restants? Ça ne peut pas impacter. Ça, je crois que c'est de l'habillage. C'est de l'habillage. Et comme on a, les gens du RDPC ont savamment étudié la scène politique, ils savent par où gratter. Donc, vous voyez, ces nominations, en réalité, ne nous surprennent pas. Ça ne nous surprend pas parce que ce sont les affidés du parti au pouvoir. Donc, on n'est pas surpris par cette nomination. Et le fait de dire qu'on a élargi la base, pour quelles conséquences? Pour quelles conséquences? Ça n'a rien, ça n'impacte pas, ça ne donne absolument rien. Je crois qu'on essaie un peu comme ça de tirer quelques personnes qui peut-être étaient en mal, en leur permettant peut-être d'avoir un souffle nouveau. Et justement, vous estimez, vous, que le SDF, en ne participant pas à ça, garde sa virginité politique, reste assez crédible aux yeux des Camerounais? C'était ça l'objectif poursuivi par ce refus? Bon, disons que déjà, c'est une règle chez nous, parce que vous savez, si on avait accepté ce que nous sommes déjà au gouvernement du RDPC, on aurait pu demander autant de postes ministériels, on nous aurait donné. Mais nous avons compris que on ne faut pas le faire, on ne pouvait pas. Mais ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que il faut que les Camerounais comprennent une chose. Quand on est en politique, ce n'est pas la guerre. Oui. On ne doit pas vivre comme si on se faisait la guerre. Nous avons des oppositions d'idées, mais nous ne sommes pas des ennemis. Oui. Nous sommes peut-être des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et quand les gens parlent de virginité politique, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai un ami, il s'appelle M. Noah Léopold Léonard, avec qui nous faisons des affaires de bois ensemble. Un jour, il entre dans mon bureau, il me dit que, on discute, il me dit que tu connais le Dieu de ce pays. Je lui dis que mais le Dieu de ce pays, comment? Et comme je connais qu'il vient, il est à Obala. Comme je sais qu'il vient d'Obala, naturellement dans ma tête, je fais une projection, je me dis que non, c'est celui qui veut me dire que c'est Paul Biya qui est le Dieu de ce pays. Je dis que mais, Dieu de ce pays, comment? Je lui dis que, dis donc, laissez-moi avec vos affaires là. Il y a quel Dieu de quel pays? Laissez ça. Je sais bien ce que tu veux dire. Il dit que non, monsieur Kouyaté, tu sais qui est le Dieu de ce pays? Je dis que c'est qui alors? Il me dit que c'est Frundi. Je dis que mais, je suis tellement étonné, je me recule un peu, je dis que mais Frundi comment? Il me dit que mais, il te dit que c'est Frundi. Les Camerounais doivent savoir que quand ils sortent de chez eux le matin là, ils vont travailler et ils rentrent le soir. Ils doivent savoir que c'est Frundi qui est leur Dieu. Je dis que mais pourquoi tu racontes une histoire pareille? Il me dit que en 92, si Frundi avait voulu, c'est qu'il y a eu la guerre dans ce pays. Et Frundi s'est radicalement opposé à ce qui est la guerre dans ce pays. Et il continue également à s'opposer. Il n'a jamais participé de près ni de loin à encourager les gens à une quelconque violence ou bien à un quelconque trouble. Et moi je pense que c'est pour cette raison qu'il faut expliquer aux Camerounais que on doit se parler. Vous n'allez pas quand même vouloir peut-être que si peut-être M. Frundi est malade et que peut-être le gouvernement en place met les moyens peut-être pour l'évacuer, qu'on trouve que c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur.
ailleurs, il y a le statut de l'opposition, le chef de l'opposition. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être le même cas ici chez nous? Mais il faut dire que dans l'avant-projet de la Constitution de 96, cela avait été prévu, mais au dernier moment, biffé, lorsque cette Constitution a été finalement mise en place. Mais là, vous me permettez vous brandissez la perche là. Je voulais vous parler de cette Constitution de 96. Oui. Vous savez qu'à un moment donné, le régime s'est senti acculé. Oui. Mais toutes les concessions qui ont été faites pendant cette Constitution de 96, c'était calculé. Oui. La preuve en est qu'avec le temps, on a déconstruit la Constitution. Donc vous voyez que c'est des gens qui avaient analysé, ils avaient compris que non, sur le champ, acceptons d'abord. Quand les choses vont baisser, on saura comment faire. Et c'est la même chose avec la décentralisation. La décentralisation n'avait jamais été acceptée normalement. Ça avait été accepté pour régler les problèmes de l'heure. Et quand les problèmes de l'heure ont été réglés, le centralisme a continué jusqu'à présent. Alors, monsieur Guy Wambo Kouyaté, vous dites, je vous ai écouté tout à l'heure, vous dites qu'il faut que les Camerounais se parlent. C'est important, je vois que cela vous tient à cœur. Alors donc, avec cette crise anglophone, justement, ça nous permet d'aborder la question de la crise anglophone. Qu'en est-il, vous qui êtes dans une zone qui n'est peut-être pas aussi éloignée que ça, du centre même, de l'épicentre de cette crise-là, comment voyez-vous cette question, vous qui êtes aussi du SDF? Disons que c'est avec le cœur meurtri que j'en parle. Et il faudrait que je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches, que ce soit du côté des populations ou des forces de maintien de l'ordre. Mais il faut le dire, que comme ce n'est plus un secret pour personne, on sait que cette crise aurait pu être évitée. Et jusqu'à preuve de contraire, il faudrait qu'on trouve le moyen de régler cette crise. On ne peut pas apporter une solution militaire à un problème politique. Oui. Quoi qu'on puisse faire, on ne peut pas apporter une solution militaire à un problème politique. Alors, c'est un problème politique, mais actuellement, on a une réponse militaire, selon vous, seulement militaire. Il faut faire quoi supplémentaire? Bon, voyez-vous, quand on, par exemple, on parle qu'il faut, quand on dit qu'il faut un débat, un dialogue, un dialogue inclusif, et les gens demandent qu'on va dialoguer avec qui? Moi, je dis que c'est parce qu'il n'y a pas la volonté. Prenons un exemple, il y a les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels pouvaient déjà être le levier de cette discussion. On devait partir à partir des chefs traditionnels. Quand on part maintenant à partir des chefs traditionnels, on doit recueillir leurs avis de part et d'autre, et des personnalités ressources qui sont dans ces régions. Maintenant, quand on aura discuté, on pourra maintenant faire un tri pour que ces personnes également se joignent à toute la nation pour essayer de discuter. Donc on ne peut pas nous dire qu'il manque par exemple des personnes avec qui on peut converser. Moi je dis au jour d'aujourd'hui, cette possibilité de discuter avec les chefs traditionnels, ça existe. Et à partir de là, je pense qu'on peut régler beaucoup de problèmes. Et les sécessionnistes, quand même, l'argument qui est donné et que vous évoquez, c'est qu'avec eux, on ne peut pas discuter. Ils ont pris les armes, la voie des armes. Mais aucun Camerounais, personnellement, je ne suis pas sécessionniste. Et moi, je n'encourage pas la sécession du Cameroun. Mais il faut comprendre qu'il y a des attitudes qui ont cristallisé le mécontentement. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent de ce côté, pas parce qu'ils ont voulu. Parce que si, par exemple, on tue un de vos proches, ou bien dans le cas peut-être d'un bombardement, X ou Y est mort, naturellement, ça va chagriner les gens, ça va amener les gens peut-être à avoir des attitudes qu'ils n'avaient pas prévues. Et c'est comme ça que les rangs des sécessionnistes grossissent. Moi j'ai lu quelque part où on disait que si les sécessionnistes avaient les moyens, ils auraient la capacité de lever une armée de 5 à 10 000 hommes. Donc voilà exactement ce que moi je pense de ça. Moi je dis jusqu'à preuve du contraire, ces populations anglophones souffrent. Ça, parce que moi quand je regarde ça, je me demande effectivement si certaines personnes ont conscience que ce sont les êtres humains qui souffrent comme ça. Et tant qu'on ne prend pas donc ça... le degré de souffrance, non, les gens, il est comment? Non, vous avez quelles informations? vous savez, quand les gens ne peuvent plus se nourrir, quand les gens ne peuvent plus vaguer à leurs occupations, quand les gens ne peuvent plus aller à l'école, s'instruire, moi je crois qu'aucune souffrance au monde ne dépasse ça. Je ne sais pas s'il va falloir que tout le monde meure pour qu'on accepte que c'est une souffrance. Donc moi je crois que vu sur cet angle déjà,
Moi, je crois que c'est une souffrance énorme. Oui. Et il faut régler le problème. Alors, dialogue inclusif appelé par l'ONU, l'Organisation internationale de la francophonie, d'ailleurs même le Commonwealth, dont le sommet s'est ouvert et le chef d'État n'y sera pas, il a plutôt envoyé le Premier ministre. Est-ce que vous direz comme un journal qui dit à ce sujet que le chef de l'État a évité le Commonwealth pour ne pas avoir à parler de la crise anglophone? Non, vous savez que le chef de l'État n'est pas trop coutumier des grandes réunions comme ça. Il a pour habitude d'envoyer toujours les gens. Mais seulement ce que je voulais rappeler, c'est que cette crise anglophone aura des répercussions futures. Parce que je suis persuadé que tôt ou tard, il y aura une commission d'enquête qui va être mise sur pied pour véritablement savoir ce qui s'est passé dans la crise anglophone. Donc c'est pour ça que j'appelle les gens à la retenue. Parce que vous savez, aujourd'hui on agit collectivement, mais les responsabilités sont individuelles. Que ce soit du côté des sécessionnistes ou du côté des forces de maintien de l'ordre, nous appelons les gens à la retenue. Parce que, quoi qu'on fasse, à un moment donné, il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé dans la crise anglophone. Les gens meurent. Et les gens vraiment meurent. Des gens meurent. Ça, c'est sûr. Vous avez, oui, il y a des forces de l'ordre, c'est le blackout là actuellement. On n'entend pas beaucoup des informations. Bon, vous savez, ce que je dois dire, c'est quoi? C'est que je ne sais pas quelle est la stratégie ou bien l'objectif qui l'État veut atteindre. Mais vous savez que en tout état de cause, j'ai vu une ONG ici qui disait que, qui donnait à peu près le nombre de morts, qui est géré par une dame là, je ne sais pas comment on appelle. Voilà, qui donnait à peu près le nombre. Le REDAC. Voilà, le REDAC qui donnait à peu près le nombre de morts qu'il y a au sud-ouest. Moi, je pense que, et nous avons interviewé, il y a eu un problème tout récemment tout autour de Mbanga, et les populations se sont réfugiées en Mbanga. Le reportage des personnes qui ont été interviewées disent que les gens sont morts. Ils ont laissé beaucoup. Il y a même un papa qui dit a traversé quelqu'un agonisant. Mais il ne pouvait rien faire puisque chacun cherchait à sauver sa tête. Donc on ne peut pas, l'État ne communique pas. On ne sait pas ce qui se passe effectivement dans ces zones. Mais je crois que tôt ou tard, on doit être dans l'obligation de dire ce qui s'est passé. Alors, dialogue national inclusif, est-ce que vous comprenez pourquoi le pouvoir n'en veut pas, à votre avis? Est-ce qu'il y a une raison, il y a des raisons bien objectives? Naturellement, on dit qu'il n'y a pas de gens avec qui discuter, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour vous, au SDF, qui peuvent justifier ce refus? Vraiment, ça dépasse l'entendement. On a beau chercher dans la tête, mais ça dépasse l'entendement. Personnellement, ça dépasse l'entendement. Je ne peux pas apporter une réponse à votre question. Je pense que c'est peut-être le temps qui va nous le dire. Alors, crise anglophone, mais également opération épervier, c'est quand même l'une des grosses actualités dans ce pays ces dernières semaines. On a vu des ministres fuir, attrapés au Nigeria, ramener Manu Militari au Cameroun. Et donc, un certain nombre de personnalités qui sont incarcérées à Kondengui. Et puis aussi ce phénomène d'interdiction de sortie du territoire qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, comment vous voyez tout cela? Je pense que ça traduit à souhait tout ce que les Camerounais pensent du régime en place. Il y a un échec total. Et nous constatons que c'est une bande de voleurs qui, aujourd'hui, la plupart dirigent les Camerounais. Parce que, M. Guizogo, quand on dit que M. Atangana-Kuna a volé, n'est-ce pas, c'est une histoire de Kamwata. Oui. Et comment on a fait pour le mettre ministre, alors qu'à Kamwata, il avait détourné de l'argent? On a fait comment pour mettre Abba, ministre des Finances, alors qu'étant directeur des impôts, il a détourné de l'argent? Tout le monde connaît. C'est comme si le président de la République voulait absolument que chacun traîne une casserole, pour qu'au moment opportun, on ait quelque chose contre lui. Mais je voulais profiter de l'occasion pour faire une brèche dans la corruption dans notre pays. Vous savez, personnellement, moi, je comprends la corruption en dehors de ces détournements massifs qui sont opérés par les gestionnaires de crédit. Mais au début, après la dévaluation de 83, c'était 93 94. 93-94. Oui, 94. Les fonctionnaires ont fait ce qu'on appelle la corruption de subsistance. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, ça s'est ancré dans les habitudes. Et moi, je dis que tant que
l'État ne revalorise pas les salaires des fonctionnaires, tout au moins jusqu'au niveau de celui de 93, nous ne pouvons pas lutter efficacement contre la corruption. Parce que, M. Guizogo, vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, qu'un fonctionnaire de la catégorie A, s'il a trop touché peut-être en fonction des anciennetés, peut-être il y a des gens en fonction de leur poste et des avantages. Les gens qui peuvent toucher les 250 000 francs, les 300 000 francs. Et la plupart aujourd'hui touchent dans les 150 000 francs, 170 000 francs, 125 000. Mais vous êtes un responsable. Vous pensez que vous pouvez faire quoi avec cet argent? Vous voyez, souvent j'ai coutume de dire que ce soit au sous-préfet, que ce soit au préfet, que ce soit au commissaire, que ce soit à tous ceux-là, que notre intérêt c'est que ça change. Qu'au moins chaque Camerounais puisse vivre décemment. Parce que quand vous rendez compte, par exemple, ce que par exemple un commissaire gagne, ce qu'un commandant gagne, ce qu'un sous-préfet gagne, ça ne vaut rien à côté de ce que peut-être quelqu'un qui a le SMIC, au Gabon gagne. On m'a dit aujourd'hui, aucun fonctionnaire gabonais ne gagne moins de 230 000, 250 000 francs, 250 000 francs de salaire, parce qu'on a remonté le SMIC à 150 000 francs. Et il faut rappeler que le SMIC camerounais est le plus faible, presque en Afrique. Donc moi je crois que pour régler le problème de la corruption, il faudrait que l'État déjà dans un premier temps revalorise le salaire des fonctionnaires. Et si les moyens ne le permettent pas, l'État peut aller de façon progressive. L'État peut dire cette année, je revalorise à 25%. L'année prochaine, je revalorise en fonction des moyens. Et de ce côté, l'État fait un effort pour baisser les frais de fonctionnement de l'État et faire les économies. Parce que si on détourne énormément d'argent, ça suppose que cet argent pouvait servir à rémunérer ces fonctionnaires. Et vous convenez avec moi qu'en rémunérant ces fonctionnaires, c'est une répartition qui est faite, puisque l'homme fonctionnaire va dépenser et ça va également faire booster l'économie de notre pays. Voilà, alors c'est vrai que vous aviez la question de la préférence nationale, rapidement, puisque nous allons conclure cette émission. Vous dites qu'il faut une préférence nationale, les Camerounais doivent être au centre par rapport aux investissements étrangers qui arrivent et tout le reste. Moi je dis que si j'étais président de la République, le Camerounais passerait avant tout le monde. Je dis bien avant tout le monde. Il est inadmissible que dans tous les secteurs économiques de notre pays, qu'il n'y ait pas une préférence pour les Camerounais. Les étrangers doivent être limités pour ce qu'ils doivent faire dans notre pays. On ne peut pas aller au marché, par exemple. Regardez, par exemple, partout. Les Chinois, les Libanais, les Siciliens, ils font même jusqu'à faire le petit commerce que nos mamans étaient censées faire. Les prix de boutiques aujourd'hui ont grimpé à quoi? Tout à quoi est complètement vidé des nationaux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a donné l'opportunité aux gens de faire ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je dis et je continue à dire que le Camerounais doit être au centre de nos préoccupations. Et tant qu'on ne peut pas avoir cette discrimination positive, on ne peut pas permettre aux Camerounais d'éclore. Surtout que vous allez vous rendre compte que vous pouvez être un Camerounais, vous venez avec un projet, votre frère vous bloque. Mais un étranger vient avec le même projet, il a cet avantage. Et moi, je dis que ça, c'est une culture qu'on essaie un peu d'inculquer au Cameroun pour essayer de les dominer davantage. Donc, moi, je pense que les Camerounais devraient prendre conscience et comprendre qu'il faut favoriser l'homme camerounais. Je voudrais chuter en disant que, regardez par exemple les entreprises étrangères qui exercent au Cameroun. Allez regarder la façon dont les Camerounais sont traités. Allez regarder leur niveau de traitement salarial pour comprendre. Je vais souvent boire dans un café et je trouve par exemple des filles qui servent là-bas. Et te dit que ça fait 3 ans qu'elles n'est jamais allée en congé. Et mais va voir combien on les paye. Et même si elles allaient se plaindre à la délégation du travail, vous pensez que ça donnerait quoi? Moi je dis une seule chose, vraiment de Dieu. Il est temps qu'on commence à prendre la vie des Camerounais en compte. Merci beaucoup Guy Wambo Kouyaté. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolice. Restez en compagnie de nos programmes. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. À très bientôt, madame, messieurs.